Donc, normalement, affiche, vous voyez Nicolas qui va vous parler de sa conférence dans le Vullic et le héros. Donc, vous êtes tous le héros de cette conférence. Donc, Tout moi, à je fait. m'appelle Pascal Potin. C'est ma première fois en tant que facilitatrice de la conférence. Donc, je suis censée vous introduire Nicolas, qui est Gag Manager pour le groupe Next2. Il nous en dira sans doute un peu plus tout à l'heure. La session est enregistrée dans son intégralité, ce qui inclut vos questions-réponses qui seront à mettre directement en cliquant sur le petit bouton QR. Les micros vous sont coupés pour vous. Et puis, vous allez avoir cette présentation qui va durer 40 minutes à peu près pour avoir ensuite environ 10 minutes pour poser des questions que je reprendrai à l'oral ou que Nicolas ira voir directement. Je remercie très rapidement les sponsors, PMI, Michelin, MBCS, Valence et ZenValue. N'hésitez pas à vous rendre sur leur stand. Il y a l'air d'avoir des jeux et des choses à gagner en plus. Et je vais laisser Nicolas commencer sa conférence. Merci beaucoup, Pascal. Donc, bonjour à tous. Moi, c'est Nicolas. Comme vous l'a dit Pascal, je suis Gag Manager. Donc, en fait, je suis un agiliste et un accompagnateur des transformations qui fait en plus du serious game. Et comme j'appartiens au groupe Next2, et on me laisse animer un groupe de personnes qui s'appelle le GAG, le groupe d'agilisation et de gamification. Je vous montre à l'écran un petit peu tout ce qui me caractérise dans la vie. Je ne vais pas aller énormément dans le détail à ce sujet-là, mais j'ai la chance de faire partie de Nord Agile et de l'organisation de l'Agile Lille, qui est un événement qui a lieu à Lille tous les mois de juin, et on réunit pas mal de monde, comme un petit peu le PIAF Agile. Je me considère agnostique agile et je le dis tout au début, je suis profondément gamer, jeux de société principalement, et j'essaie d'utiliser ça un petit peu dans tous les aspects de ma vie d'agiliste. Euh, et donc, pour ce faire, je crée du serious game. Et lorsque je me suis lancé dans l'écriture d'une conférence pour un petit peu raconter des tranches de vie, des expériences sur ce que j'ai vécu depuis les bientôt 20 ans que je suis dans la démarche agile, je me suis dit que ce serait bien de le faire de manière un petit peu ludique. Et c'est là qu'est née cette conférence dont le public est le héros. Donc, cette conférence, elle va utiliser un outil qui s'appelle AA Slide. Dans cet outil, vous allez pouvoir. Je me suis trompé de bouton. C'est pas grave, je vais relancer le bon bouton. Dans cet outil, vous allez pouvoir faire voter régulièrement pour savoir quelles sont les informations, les décisions que va prendre notre héros, celui que vous allez choisir. Et de manière à pouvoir vous faire voter, je vais vous proposer d'utiliser l'outil Slide en direct. Donc, vous avez un QR code qui s'affiche à votre écran. Vous pouvez scanner ce QR code. Vous avez le lien en haut, aaslides.com D9PUW. Vous allez pouvoir voter et me dire, quel est votre niveau agile actuellement? Est-ce que vous vous considérez poussin? Vous êtes tout nouveau dans la démarche agile. Est-ce que vous vous considérez trapu? Vous avez une certaine expérience de la démarche agile euh, et vous en sortez un petit peu. Vous êtes ninja assez féru d'agilité et vous pouvez faire un petit peu tout ce qu'on vous demande, ou vous vous considérez comme Jean-Claude Van Damme. Il n'y a rien qui vous arrête. Super, je vois on a une tendance intéressante, des gens un petit peu partout, peut-être un petit peu plus de poussins dans notre salle aujourd'hui. Je laisserai de toute façon afficher, ou je le réafficherai régulièrement le QR code pour les gens qui vont
se joindre à nous ou qui éventuellement perdront la connexion à l'outil à Slide. Et je vais faire en sorte d'essayer de m'adapter à votre niveau au fur et à mesure de l'histoire que je vais vous raconter. Donc, ce que je me propose, c'est en effet de vous raconter l'histoire agile d'un professionnel de l'agilité qui va commencer ou qui a commencé dans un rôle de Scrum Master. Euh, ce qui sera proposé, c'est que tout au long enfin, vous allez répondre à des questions, mais à la fin, je vous donnerai aussi la possibilité d'aller revivre vous-même l'histoire qu'on a racontée en prenant vos propres décisions. Et la première chose que je vais vous demander de choisir, bah, c'est le héros qu'on va suivre. Et donc, on a deux choix de héros. On a Eva Yarrivé, qui est une Scrum Master dans une petite startup, et James Huivre, hein, qui est un Scrum Master dans une grande structure chez un client final. Et donc, pour cela, je vais vous proposer de voter je vais vous proposer de voter dans AA Slide pour choisir votre héros. Donc Eva, qui est une Scrum Master dans une startup, ou James Suivre, qui est un Scrum Master dans une plus grosse entreprise. Alors, je vous laisse encore, il y a encore 9 secondes pour voter. Attention. Les votes sont arrêtés et ce n'est pas avec une grosse majorité, mais on va suivre Eva dans son aventure agile. Alors Eva, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Eva, elle travaille donc chez une société qui s'appelle Ludi Games. Ludi Games, c'est une société qui est éditrice de serious games en ligne. Tiens, comme c'est bizarre, c'est un sujet que je connais bien. Elle a débuté chez Ludi Games tout au début, elle était développeur, mais comme elle adore innover, comme elle adore chercher plein de choses, euh, elle a non seulement travaillé sur des nouveautés pour eux, et notamment la création de leur portail, mais en fait, comme depuis quelques temps, l'équipe elle a décidé de se structurer un petit peu. Ils ont fait des recherches, ils se sont rendus compte qu'ils travaillaient de manière agile, mais ils ne savaient pas trop ce que c'était, ni comment éventuellement être un petit peu meilleur. L'équipe a décidé qu'il lui fallait un Scrum Master. Alors, parmi les raisons de cette décision, il y en a plusieurs, hein, ils sont un petit peu renseignés quand même. Et ils se sont rendus compte que l'équipe de développement, elle était passée de 3 personnes dans l'équipe de développeurs à 8 personnes. En plus, ils ont de plus en plus de demandes urgentes de la part des responsables de la startup, mais tout est urgent en fait. À chaque fois qu'on vient les voir, on leur dit tout est urgent. Ce qui donne un aspect assez chaotique à cette priorisation des demandes. Et en plus, malheureusement, ils commencent à avoir des releases, des tailles de mise enfin des quantités de nouvelles fonctionnalités à mettre en ligne à chaque déploiement, à chaque nouvelle version qui augmente. Et ça commence à leur poser un certain nombre de petits soucis. Donc, ce que je vais vous proposer, ça va être de voter et de choisir si vous voulez avec moi explorer le fait qu'Eva demande une formation de Scrum Master afin de mieux comprendre ce qu'on attend d'elle, hein. Elle a été désignée par son équipe en tant que Scrum Master. Ou alors, est-ce qu'elle va se lancer toute seule? Elle va lire le guide Scrum et elle va regarder les ressources en ligne qui sont disponibles pour elle. Ou alors, en fait, elle va pas du tout pour l'instant explorer ce rôle de Scrum Master, mais elle va aller regarder un petit peu parce que il y a quelqu'un qui lui a dit, mais ton équipe, elle souffrirait pas du syndrome de la grosse release. Donc pour voter, je vais vous proposer, hop, de choisir entre, je rappelle, le choix 1, Eva va se former à Scrum et suivre une formation dédiée à Scrum en tant que Scrum Master. 2, elle va faire ses choix toute seule, elle va les documenter sur Internet, elle va trouver des choses pour remplir son rôle. Ou 3, elle va aller explorer un petit peu ce qu'on appelle le syndrome de la grosse release. Donc je vous propose de voter. Pour les personnes qui ne sont pas encore dans l'outil AA Slide, n'hésitez surtout pas à utiliser le QR code pour vous joindre à nous et participer au vote qui influe sur l'histoire qu'on raconte.
Alors, merci pour ces votes. On a donc une grande majorité de personnes qui veulent aller explorer ce que c'est que le syndrome de la grosse release. Alors, il est génial ce syndrome de la grosse release parce que, euh, en fait, le principe du syndrome de la grosse release, c'est que plus on veut en mettre plus on veut mettre de nouveautés en ligne, plus ça nous prend de temps pour créer les nouveautés qu'on veut mettre en ligne. Or, plus ça prend de temps pour mettre en place, livrer une nouveauté à des utilisateurs, plus on fait grossir l'attente des utilisateurs. Et plus on se dit potentiellement aussi, ah oui, mais là, ils ont attendu, donc il y a une attente qui grandit, donc on va mettre encore plus de fonctionnalités. Plus on met de fonctionnalités, plus la gestion du changement, elle risque d'être compliquée aussi, parce que nos utilisateurs, ils vont passer d'une version de l'outil, donc là, notre portail de Serious Game en ligne, une version qui va être, qu'ils ont l'habitude d'utiliser, à une toute nouvelle version qui va amener plein de nouveautés, plein de nouvelles choses sur les écrans. Et donc, derrière, Eva, pardon, elle sait qu'ils potentiellement, ils vont se prendre des appels des utilisateurs pour faire du support, ou on va leur demander d'aller donner des formations aux plus gros utilisateurs, et donc il va falloir créer des formations. Et en fait, le problème de la grosse release, c'est que plus on attend pour mettre en place des nouveautés, plus on essaie de faire en sorte que ça vaille le coup d'avoir attendu, plus on se retrouve avec un cercle très, très, très vicieux qui fait que notre release, elle grossit. Le risque d'avoir des gros problèmes sur ce qu'on met en ligne avec des défauts de qualité, avec des régressions, hein, des choses qui fonctionnaient avant et qui ne fonctionnent plus, il augmente. Et plus on se dit, il faut blinder les choses. Et donc, on va faire intervenir des nouvelles personnes qui vont devoir tester, qui vont prendre encore plus de temps. Vous imaginez bien le cercle que ça peut créer. Et on rencontre malheureusement beaucoup de choses, d'entreprises, beaucoup d'équipes qui ont tendance à se retrouver dans ce cercle vicieux. Donc Eva, elle se retrouve devant un choix, elle se rend compte qu'en effet, c'est ce qui se passe chez Ludy Games, et elle se retrouve devant un choix, il va falloir qu'elle choisisse. Soit elle va décider, là je vais vous réafficher l'écran, soit elle va décider que le mieux qu'elle puisse faire pour l'instant, c'est de se centrer sur son équipe et de devenir une Scrum Master qui reste dans la technique. Soit elle va décider de parler de son diagnostic de la grosse release auprès des demandeurs de chez Ludy Games et de revoir avec eux quelles ambitions il y a derrière les différentes mises à jour du produit et donc de travailler effectivement aux ambitions même de Ludy Games, de l'entreprise. Ou alors, est-ce que vous dites, mais pour Eva, en fait, elle va faire un constat que beaucoup de personnes font. Le problème, c'est chez les product owners, c'est les personnes qui gèrent la liste des choses qu'on doit faire, qui vont dire oui, on part en production. Et donc, elle va chercher à mettre en place une démarche produit chez Ludy Games, centrée peut-être sur les product owners. Ou en fait, est-ce que vous en avez marre qu'on parle de la vie de Scrum Master d'Eva et vous vous dites, tiens, en fait, après Scrum Master, qu'est-ce qu'elle pourrait faire, Eva? Allons regarder ce qui se passe. Et donc, pour pouvoir voter, encore une fois, je vous affiche des questions. Alors, choix 1, je vous rappelle, c'est donc Eva reste Scrum Master dans la technique. Choix 2, c'est elle va travailler aux ambitions chez Ludy Games. Choix 3, c'est travaille avec les PO. Et choix 4, on arrête de parler de Scrum Mastering et on passe à autre chose. Et encore 6 secondes pour voter. Très bien. Eh bien, nous allons donc sélectionner le choix 3. On va regarder à la démarche produit chez Ludy Games. Alors, ce qui s'est passé chez Ludy Games, c'est qu'en fait, ils ont lancé plusieurs jeux en même temps, plusieurs serious games en ligne en même temps. Et
chaque lancement, il a été considéré comme un projet par les dirigeants de chez Ludy Games. Et du fait, chaque projet avait ses sachants. Et donc, pour pouvoir avancer là-dessus, ils veulent regarder ce qui se passe. Ce qu'ils se rendent compte, c'est que c'est pas parce qu'ils ont plusieurs jeux en ligne que c'est tous les mêmes utilisateurs. Chaque jeu a plus ou moins, chaque outil en ligne a plus ou moins sa propre base d'utilisateurs et donc une liste de demandes pour les outils qui augmente. Ils se disent, bon, allez, on va essayer de se rapprocher un petit peu de la vie des applications. Mais d'après vous, pour pouvoir se lancer dans une démarche produit, qu'est-ce qu'Eva Eva, elle va faire en premier? C'est quoi la première étape qu'elle va mettre en place? Est-ce qu'elle va regarder un petit peu ce qui se passe dans la communauté et elle va aller voir un meet-up produit? Alors, j'ai dit sur l'île, mais ça pourrait être n'importe où en France, hein, c'est parce que moi, je suis lillois, où elle se dit, bon, en fait, il n'y a rien de tel qu'une grand-messe pour relancer les fondations, pour lancer une refondation, pardon, sur notre manière de travailler. Et donc, elle réussit, après moult négociations, j'ai envie de dire, à organiser un séminaire produit chez Ludy Games. Et donc, je vous affiche encore la capacité de prendre un choix. Choix un, on se lance dans, hop là, on se lance dans les votes, enfin, aller dans les communautés. Choix 2, Eva va organiser un séminaire pour parler des ambitions avec tout le monde. Ok, alors les choix sont faits, ce sera donc le séminaire. Un séminaire, c'est pas facile, hein. Eva, elle n'a pas beaucoup d'expérience sur l'organisation d'événements de travail, surtout quand il faut réunir, mine de rien, chez Ludy Games, ils ont beau être une start-up, maintenant ils ont plusieurs équipes qui tournent, ils ont plusieurs strates dans l'organisation de la start-up. Euh, et donc, elle se renseigne, elle tombe sur un article qui lui explique un petit peu comment on se prépare correctement pour un séminaire comme ça. Donc, parmi les premiers tips qu'elle récupère sur les réseaux, elle se rend compte qu'il faut créer ce qu'on appelle un filage. Alors, un filage, c'est quoi? C'est quelque chose qui va décrire les différents grands temps d'un séminaire. Et pour chaque grand temps, on va mettre des objectifs primaires, secondaires, sur les derniers, sur ces différentes étapes. Donc, elle se dit, allez, moi, mon grand objectif, c'est de définir la démarche produit de Ludy Games. Du fait, elle a encore recherché un petit peu et elle s'est dit, moi, je suis tombé sur des articles qui me parlent des liberating structures. Qu'est-ce que c'est que ces liberating structures? Elle va, euh, Elle va lire un petit peu les Liberating Structures. Elle tombe sur le site liberatingstructures.fr qui lui permet d'avoir un catalogue, accès gratuitement au catalogue des Liberating Structures. Elle choisit quelques Liberating Structures. Elle organise son événement. Dans son événement, elle va utiliser notamment des structures telles que le World Coffee, telles que ça y est, j'ai perdu le nom et j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Elle va utiliser un World Coffee, elle va utiliser un Crazy Eight, par exemple, des choses comme ça, pour essayer d'aller chercher des idées et faire en sorte qu'émerge un point de vue global de l'entreprise et de ce que doit être la démarche produit au sein de Ludy Games. Son événement, il a plutôt du succès. Les participants sont contents. Ils ont passé du temps ensemble. Ou un World Café pour Sana qui nous pose la question. C'est un type d'organisation d'événements où on va passer de table en table avec des sujets bien précis sur chaque table. On pourra en parler à la fin si tu le souhaites. Euh, donc, elle a réussi à gérer Eva, elle a généré de l'adhésion, son séminaire, elle est plutôt contente. Il y a eu pas mal de cohésion, mais ça n'a pas été facile parce qu'avant même l'événement, il y avait des gens qui avaient du mal à se libérer, à être présents. Durant l'événement, elle a rencontré des challenges, notamment
le premier challenge qu'elle a rencontré, c'est bien se lancer dans un événement. Elle voulait mettre en place un icebreaker, trouver un icebreaker pour 30 personnes. Elle a un peu cherché. Bon, elle a utilisé un qui a déjà. Elle avait vu passer une vidéo sur Facebook il y a quelques années. Donc, elle a utilisé le qui a déjà. Donc, elle a posé la question qui a déjà sauté en parachute, par exemple. Et les gens se sont répartis dans la pièce, ceux qui avaient sauté en parachute ou pas. Il y avait un bon niveau de décalage dans les différents ateliers. Les personnes ont réussi à rester en énergie tout en travaillant sur ce sur quoi ils voulaient travailler. Et au lendemain de l'événement, Eva se retrouve avec plein de matériel à créer durant l'événement. Elle a plein de photos de tout ce qui a été fait. Et puis, la question, c'est que faire de tout ça? Et que faire de tout ça? On pourrait dire que Eva s'en était rendu compte durant l'événement, mais il n'y a pas vraiment d'actions concrètes qui sont sorties des discussions. D'accord? Donc, elle pourrait se poser la question, au sortir d'un séminaire, comment on fait pour sortir des actions concrètes? Ou alors, on peut se dire, en fait, c'est l'inverse. C'est la liste des actions au sortir du séminaire, elle est ultra conséquente. Maintenant, il faut les faire vivre après un séminaire. Et donc, on pourrait aller explorer comment on fait vivre des actions après un séminaire. La conclusion de leur séminaire, ça pourrait être aussi en fait, il leur faut une méthode bien à eux pour gérer les demandes, gérer la démarche agile au sein de Ludigames et que à ce moment-là, ils pourraient aller chercher leur propre méthode maison. Où le management, il commence à demander à Eva de justifier un peu tout le temps, toutes les dépenses, parce que bon, c'est bien beau l'agilité, hein, mais la démarche agile, ça commence à coûter cher. Et donc, je vous propose d'aller choisir entre, comment on dégage des actions d'un séminaire, comment on fait vivre les actions après un séminaire. Ludigames va créer sa démarche maison où, en fait, l'agile, ça coûte cher. Il vous reste 3 secondes. OK. Eh ben, allons voir comment on dégage des actions d'un séminaire. Euh, Comme je l'ai dit, Eva, elle se retrouve avec une tonne de photos, plein de post-it géants, des post-it, des grands formats. Pour ceux qui ne connaissent pas les post-it géants, c'est vraiment top. C'est des formats à paperboard qu'on peut coller un peu partout. Elle a des rouleaux de papier blanc qu'elle avait déroulés dans l'espace de travail avec des photos collées dessus. Elle a fait un peu de photolangage et tout. Mais comme je l'ai dit, il n'y a pas vraiment d'action. Alors, tout le monde était d'accord sur le fait que la manière actuelle de travailler, elle n'était pas en adéquation avec les volontés agiles de l'entreprise. Et donc, il fallait changer ça, partir sur, comme on l'a dit, hein, sur quelque chose d'orienté produit. Ils ont bien aussi identifié la différence de fonctionnement entre le mode projet et le mode agile, surtout d'un point de vue budgétaire. Alors là, d'un point de vue budgétaire, ils ont bien compris que un projet, c'était un périmètre et puis un coût, que l'agile, la démarche agile, le périmètre, on n'en était pas sûr, les coûts étaient relativement fixes, mais qu'en tout cas, à chaque sprint, ça nous coûtait toujours le même prix et que c'était le périmètre qui changeait. Et puis elle retrouve un post-it qui est signé Lionel. Donc Lionel était en effet dans le séminaire avec elle, où c'est marqué: la force de l'agilité, c'est de pouvoir fonctionner à budget fini. Elle se pose un peu des questions. La force de l'agilité, c'est de pouvoir fonctionner à budget fini. Et elle réfléchit, elle se rend compte qu'en fait, oui, c'est tout à fait ça. Il a raison, Lionel. Alors, ce n'est pas la seule force, mais il a raison, Lionel. Quand on parle budget, quand on parle fonctionnement d'entreprise, l'avantage de partir sur une démarche agile, de trouver la démarche agile la méthode parmi toutes les méthodes agiles qui va fonctionner pour l'entreprise, si on fonctionne de manière itérative, incrémentale, qu'on est capable de livrer régulièrement des choses à haute valeur ajoutée pour les utilisateurs, chaque fois qu'on va livrer quelque chose, on aura un produit qui sera fonctionnel. Et donc, si notre budget nous permet d'aller jusqu'à 3 mises en production, à la fin des 3 mises en production, on sait qu'on aura un outil fonctionnel.
Là où dans un projet traditionnel, mais en fait, tant que le produit n'est pas en ligne, il n'est pas fini. Et donc, tant que le produit n'est pas en ligne, si on n'a pas fini, si on a dépensé tout le budget mais qu'on n'a pas fini le produit, eh ben, soit on a perdu de l'argent, soit on se retrouve avec devoir rajouter du budget. Donc, elle est d'accord avec ça. Maintenant, elle doit transformer tous les écrits en actions. Alors, elle se dit, mais est-ce que je suis la bonne personne pour lister les actions? D'accord? Au sortir du séminaire. En fait, non, elle se dit, non, je ne suis pas la bonne personne. Je n'ai pas toutes les réponses. Mais par contre, ce que je peux faire, et là, j'ai vu que je pouvais le faire grâce au séminaire, je peux animer un groupe de travail et éventuellement en faire partie. Euh, elle peut proposer aussi une reformulation ou une formulation de la démarche produit Ludy Games à partir de tout ce qu'elle a, mais ça ne transformera pas le truc en action, ça ne transformera pas cette volonté en quelles sont les vraies actions qu'on a derrière. Donc, elle se retrouve, encore une fois, on se retrouve avec elle devant un choix. Est-ce qu'elle va proposer au management de créer un comité de transformation chez Ludy Games, réunir quelques personnes qui vont, du fait, définir les actions? Est-ce qu'elle va elle-même animer la transformation? Et donc là, en fait, on reviendrait sur comment on fait vivre les actions après un séminaire. Est-ce qu'elle va demander à être formée aux démarches produits afin d'aller chercher les outils nécessaires à la transformation qu'elle a identifiée? Donc, elle pourrait aller se former. Ou est-ce qu'elle va s'enfermer chez elle et se prendre ce qu'on appelle un coup de syndrome de l'imposteur? Ça fait assez mal, le syndrome de l'imposteur. Donc, je vous rappelle les choix. Hop, je vais vous proposer de voter. Choix un, elle va proposer de créer un comité de transformation. Choix 2, elle va animer la transformation elle-même. Choix 3, si je me souviens bien, c'est elle va se former aux démarches produits. Ou choix 4, elle va être touchée par le syndrome de l'imposteur. Choix un, elle va aller créer un comité de transformation chez Ludy Games. Ce qui est bien, c'est que en fait, le management l'a entendu. Vont lancer un comité de transformation en embauchant des externes. Eva, elle est plutôt surprise. Elle est surprise d'entendre que son idée, elle a été bien prise, mais qu'elle n'a pas été conviée à ce comité de transformation. Ah, faut dire, ah oui, Eva, elle est que Scrum Master, hein. Faut pas non plus abuser. Voilà. Bon, qu'à ça ne tienne, elle va pas se laisser faire. Elle provoque une rencontre avec les deux nouvelles personnes. Les deux nouvelles personnes, il y a quelqu'un qui a un titre de directeur de la transformation et il y a un expert du change management. Bon, elle commence par se présenter, elle parle de son expérience passée, de ses envies pour Ludy Games, elle a l'impression d'entendre de beaux discours, mais la seule chose qu'elle voulait entendre et qu'elle n'entend pas, c'est une expérience agile chez les deux nouveaux. Bref, elle comprend que le comité de transformation va principalement travailler sur l'efficacité, en amenant du lean management, comme ils disent, mais aussi sur l'aspect RH et sur la vision de l'entreprise. Mais si elle compte bien garder un œil sur la suite de ce qui va se passer côté transformation, elle imagine assez difficilement que ça va faire changer les choses par le haut. D'accord? Ça va pas forcément amener des choses dont elle a commencé à entendre parler, ce qu'on appelle des portfolios agiles ou du product management, en tout cas pour le moment. Bon, malheureusement, elle se dit qu'avant de pouvoir avoir plus d'influence, elle a peut-être tout intérêt à poser des bases solides. Donc l'idée, c'est quoi? Poser les bases solides. C'est de continuer avec son équipe Scrum afin de prouver par l'exemple les bénéfices de quelque chose qui est maîtrisé. Est-ce qu'elle va travailler avec les PO afin de mettre en avant ce qu'on appelle la valeur business? Ou est-ce qu'elle propose aux deux nouveaux de les aider et qu'elle cherche une société pour les accompagner dans la définition de la vision de Ludy Games? Donc, je vous propose encore hop, une question pour pouvoir voter. Donc, je rappelle, un, elle va retourner vers son équipe et prouver par l'exemple. Deux, elle va travailler à la valeur business au moins sur son produit avec les PO. Et trois, ils vont travailler aux experts de la vision. Ok.
allons explorer Eva qui continue avec son équipe Scrum. Et donc Eva, comme on l'a dit, elle se concentre sur l'équipe. En ce moment, en plus d'un facilitateur de rituels qui va aider à lever les obstacles, elle se rend compte aussi que l'équipe, elle a besoin de bras. Elle le savait, hein, elle n'avait pas quitté son rôle de Scrum Master, mais elle se dit, allez, on a besoin de bras. Ça tombe bien, Eva, elle aime la technique. Elle décide donc d'aider au mieux l'équipe. Elle va endosser le rôle de Scrum développeur ou Scrum Dev, comme on dit chez certaines personnes. Mais elle se rend compte qu'en fait, la casquette de Scrum Dev, elle se porte pas super facilement. C'est parfois délicat hein, d'être à la fois responsable d'aider l'équipe à lever des obstacles, tout en étant parfois soi-même l'obstacle. Ça avance pas. Bah oui, ça avance pas, je suis bloqué, mais je suis dans la tech. Ah oui, mais... Donc, est-ce qu'on peut réellement être efficace dans ces deux missions? Et ça, c'est une question qu'Eva, elle se pose et je vous propose d'explorer avec elle potentiellement en allant regarder est-ce qu'on peut être dans la production et être dans le servant leadership en même temps? Ou est-ce que, en fait, Eva, elle finit par s'en sortir plutôt bien et qu'elle va travailler sur le craftsmanship au sein de son équipe? Ou est-ce que, en fait, c'est bien beau, hein, on parle de Scrum Master et tout, mais en fait, il y a quoi après la vie de Scrum Master pour Eva? Donc, à nouveau, je vous propose de voter. 1, on va voir la production versus le servant leadership. 2, le craftsmanship. Et 3, la vie après le Scrum Master. Allez, 2 secondes. Hop, et ce sera donc le craftsmanship. Alors, le craftsmanship, Eva, elle le comprend comme ça. Elle le comprend comme un mode de pensée qui remet l'aspect artisanal au centre de la pensée produit, ou en tout cas de la pensée création logicielle. C'est à mi-chemin, en fait, entre le développement des compétences techniques individuelles et la mise en place de méthodes et de pratiques pour les favoriser. Elle imagine une multitude de chemins à suivre, mais elle va commencer par les bases avec son équipe. D'accord? Première chose, ils vont mettre en place des pratiques de co-développement technique. Donc, notamment, potentiellement, du pair programming. Elle va mettre en place des peer reviews. Elle va aussi mettre en place une matrice de gestion des compétences de l'équipe. Euh, Ils vont travailler au déploiement d'une solution centralisée de ce qu'on appelle la calimétrie et de la gestion de la dette technique. Ils vont vérifier régulièrement que le produit, l'outil qu'ils mettent en ligne, il est de qualité suffisante et ils vont se doter d'outils potentiellement automatisés autour de ça. Et ils vont gérer un petit peu tout ce qu'on appelle la dette technique, c'est-à-dire les choses qu'on ne fait pas toujours très bien parce qu'il y a de l'urgence, parce qu'on ne se rend pas compte que ce n'est pas très bien fait, parce qu'on accumule peut-être au fur et à mesure des choses les unes sur les autres et que au départ, une des choses était très bien toute seule, mais que quand on l'accumule avec d'autres choses, ça devient compliqué. Elle commence des travaux avec son équipe autour du test-driven development, donc la mise en place de tests unitaires des aspects techniques de son produit avant d'écrire l'algorithme. Ils mettent en place de l'automatisation de ces tests unitaires. Et elle commence à parler un petit peu de behavior driven development avec le product owner pour commencer à évoquer l'aspect comportemental de l'application avant d'avoir des règles de gestion. Tout ça se lance en même temps. Il y a certaines choses qui prennent, il y en a d'autres qui prennent un peu moins. La gestion de la technique, par exemple, elle pose beaucoup de soucis à l'équipe. Et Pascal, il me reste 5 minutes, c'est ça? Voilà, c'est ça. Merci. Super. Merci, Pascal. Donc l'idée, c'est où est-ce qu'on veut emmener Eva à partir de là? Est-ce qu'elle va explorer cette dette technique avec l'équipe et se dire, tiens, dans Scrum, comment on fait? Est-ce qu'elle va mettre en place éventuellement des choses autour de Accelerate et qu'elle va explorer Accelerate chez Ludi Games?
Est-ce qu'elle va se rendre compte que un des freins au pure craftsmanship chez Ludi Games, c'est le fait que la production n'est pas directement gérée par l'équipe de développement et qu'elle se persuade qu'elle peut y changer quelque chose et donc réfléchir DevOps et Ludi Games? Ou est-ce que vous avez envie qu'on parle un petit peu du fait qu'un de ses développeurs lui pose une question ouverte lors d'une rétrospective en disant, mais ça vaut vraiment le coup de travailler au craftsmanship en sachant qu'il y a l'intelligence artificielle qui arrive? Et donc, je vous propose de choisir parmi ces quatre possibilités. En un, ce sera donc, hop, on va explorer la dette technique. En deux, on va aller regarder Accelerate. En trois, on va parler DevOps. Et en quatre, on va parler IA et développeurs. 5 secondes. OK, parlons de DevOps un petit peu. Alors, encore une fois, Eva, elle s'est renseignée et pourtant, le terme DevOps, ça reste un peu obscur. De prime abord, elle pense que le DevOps, en fait, c'est une suite d'outils qui permet aux entreprises de ne plus avoir à embaucher de responsables d'exploitation. Responsable d'exploitation. Ou qui permet d'automatiser la mise en production. Et finalement, elle est très étonnée quand elle se rend compte que ce n'est pas tout à fait ça. En résumé, en se renseignant encore un petit peu plus, elle se rend compte qu'en fait, le DevOps, c'est avant tout un état d'esprit qui permet de rapprocher la partie opérationnelle de technique, donc les Ops, de la partie développement. Elle a un copain qui a une certaine ancienneté dans le monde de l'informatique, qui a travaillé en Angleterre notamment, dans une autre startup il y a quelques années. Et il rigole, il dit, ouais, DevOps, c'est comme l'offshore en fait. C'est un effet de mode. Il y a 15 ans, je le faisais déjà quand j'étais à Bristol. Tout comme il y a 15 ans, la mode, c'était la création de sociétés externes au Maroc ou en Inde. Eva n'est pas sûre du tout qu'elle est tout à fait d'accord avec son affirmation. Elle se renseigne sur les outils qu'elle a à sa disposition pour parler DevOps et amener son équipe à s'y intéresser. Et elle va lister un certain nombre d'outils. Et là, je vais vous proposer de voter pour aller explorer un des trois outils. Ce sera la dernière chose qu'on fera ensemble, je pense, avant d'aller à la conclusion. Elle peut explorer Gunther, un outil qui parle purement DevOps, créé par la petite société Texis, où ce qu'elle va aller visiter le Casino Game, créé par Alexandre Boutin, qui permet par les DevOps, ou est-ce qu'elle va regarder à Lego, Scrum et Chocolat pour le DevOps, qui est un serious game également. Et donc, je vous propose trois choix. Un, ce sera Gunther. Deux, ce sera le Casino Games. Et trois, ce sera Lego, Scrum et Chocolat pour le DevOps. Et donc, ce sera Lego, Scrum et Chocolat pour le DevOps. Alors cet outil, elle a eu un peu de mal à le comprendre. Les règles sont pas très très simples. Ce qu'elle a retenu, c'est qu'au travers de construction Lego, les participants vivent un workflow de mise en production traditionnelle avec sa documentation ou son mock de documentation d'ailleurs. Et la documentation, elle est représentée par des barres de chocolat. Puis, au fur et à mesure du jeu, ils vont faire évoluer le process de manière à montrer qu'en fait, la barre de chocolat, on va pouvoir la livrer le plus vite possible dans le mode de livraison et tout ça. Alors, ça lui paraît un peu compliqué. Du fait, elle va quand même à un meet-up, elle trouve un meet-up qui lui permet de tester l'atelier il y a quelqu'un qui l'a déjà animé. Elle se dit, ouais, c'est top, mais c'est sans doute pas un outil à mettre dans les mains des diabétiques. Du fait, elle va réfléchir à la suite possible, Eva, de manière à faire avancer Ludi Games sur la voie du DevOps. Euh, Elle veut mettre en place de l'amélioration continue pour le DevOps, mais le problème, c'est que l'amélioration continue, en fait, ça ne se fait pas n'importe comment. D'accord? Il faut vraiment, quand on met en place de l'amélioration continue, prendre en compte ce qu'on veut améliorer et pas essayer d'améliorer les choses tout le temps. Elle se rend compte que euh, bah, euh,
c'est pas seulement dire on va s'améliorer, on va tout le temps remettre en question ce qu'on fait, mais c'est aussi bah, si j'essaye d'améliorer aujourd'hui quelque chose qui est sur un cycle long, par exemple, quelque chose qui arrive dans l'équipe toutes les 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 2 mois, ben en fait, je vais peut-être pas à chaque fin de sprint, les sprints de chez Eva durent 2 semaines, je vais peut-être pas à chaque fin de sprint remettre en question le même domaine. Si je travaille à mon système de déploiement continu et qu'on décide de mettre en place des règles qui vont nous empêcher d'aller déployer si on ne répond pas à tel ou tel niveau de qualité de code, bah, c'est pas nécessairement au bout d'un mois que j'aurai les premiers résultats. C'est peut-être au bout de 2 ou 3 mois. Parce que sur le premier mois, il faudra le temps que tout le monde accepte le fait ou tout le monde comprenne le changement, tout le monde s'approprie ce nouveau mode de fonctionnement. Puis entre le moment où on se l'approprie tous et le moment où tous les objets sur lesquels on va agir sont sous ce nouveau mode, bah, ça va prendre un certain temps. Et d'ailleurs, c'est Laurent Morisseau hein, qui en parle le mieux la plupart du temps dans ses formations, dans ses formations autour du Kanban sur l'effet de l'amélioration continue sur les objets et de faire en sorte de pas toujours travailler aux mêmes choses. On ne va pas revoir constamment les mêmes choses. Il faut laisser le temps à l'amélioration continue de faire son chemin. On a regardé ensemble 10 étapes que vous avez choisies de l'évolution d'Eva. Euh, Comme je vous l'ai dit, vous allez pouvoir aller rejouer l'histoire et changer, si vous n'êtes pas d'accord avec les réponses, changer les réponses, voir en fonction de ce que vous aviez décidé, ce que j'aurais pu raconter. Si vous avez des retours à faire directement en ligne, n'hésitez pas. On remercie encore une fois les sponsors du Piaf Agile qui sont disponibles et que vous pouvez aller voir dans le hall, quand vous êtes dans le hall euh, de Zoom, vous pouvez cliquer sur exposants et aller visiter les stands des exposants. Pendant toutes les questions qu'éventuellement vous aurez, on va faire défiler les différents QR codes pour aller chercher le lien, pour rejouer vous-même l'histoire ou pour, s'il vous plaît, donner du feedback sur ce que vous avez vu et pour aller chercher, je crois, un code pour valider, si vous êtes membre de la PMI, pour aller valider vos PU, il me semble. Et maintenant, je suis ouvert aux questions. Est-ce que, Sana, tu veux qu'on explore un petit peu le World Café, par exemple? Juste, je te propose voilà, de laisser le QR code. Parfait. Donc, effectivement, il y a une question sur le World Je vais faire Café et il y venir a dessus. aussi une discussion autour. Tu m'entends? Oui, je t'entends. Oui. Oui, et il y a une discussion, enfin, il y a aussi des questions, une autre question sur c'est quoi ta propre définition des liberating structures? Ma propre définition des liberating structures. J'ai pas ma propre définition des liberating structures. Moi, je vois les liberating structures comme un set d'outils qui vont permettre de faire fonctionner l'intelligence collective de manière différente dans différents types d'ateliers ou différents types d'animations qui vont vraiment être spécifiques à l'objectif d'animation qu'on veut faire sur chaque Liberating Structures. Il y en a, il y a de très bonnes formations autour du sujet. Et, vous pouvez aller directement sur le site des Liberating Structures et vous avez des personnes qui proposent des formations autour de ça, qui vont vous aider à acquérir les différents modes d'animation des différents ateliers. On parlait tout à l'heure du World Café. Moi, la manière dont j'utilise le World Café, par exemple, c'est je mets plusieurs tables dans une même grande pièce. Sur chaque table, je mets le même sujet de réflexion, par exemple, et je demande, quand c'est un sujet sur lequel, par exemple, on veut lister des idées. D'accord, lister des idées ou lister des choses qui vont bien, qui vont pas bien. Enfin, ça va dépendre de ce qu'on veut lister. Mais l'idée, c'est de créer des petits groupes à chaque table et que, par exemple, toutes les 15 minutes, chaque groupe va passer d'une table à l'autre en laissant le papier sur la table. Donc, chaque groupe va passer d'une table à l'autre et soit on a mis exactement le même sujet à chaque table, soit on a mis un prisme différent à chaque table pour le sujet.
D'accord? Euh, parlons de l'organisation projet chez nous d'un point de vue organisationnel, parlons d'un point de vue budget, parlons d'un point de vue gestion des équipes, par exemple. Et à chaque fois qu'on va changer de zone, il va y avoir une personne qui était sur la zone initiale qui va rester là et qui va être le représentant des discussions et des choses qui ont été écrites sur le morceau de papier par l'équipe précédente. Et la nouvelle équipe va arriver et partir de là où est arrivée l'équipe, la première équipe qui a travaillé sur le sujet, pour amener le sujet un petit peu plus loin. Dire ça, on est d'accord, ça, on n'apprécie pas, ou bon, on veut aller encore plus loin. D'accord? Et donc, pour moi, c'est une manière de faire fonctionner les choses. J'ai vu quelqu'un lever la main. Qui a levé la main dans les participants? Sana. C'est Sana. Ah ben, on va écouter Sana. Bonjour Sana. Alors, est-ce que Elle ne peut pas parler, Sana, je crois pas. ben, je vais lui Oui, demander de parler. merci. Oui, vas-y. Oui, oui, merci beaucoup. Alors non, enfin oui, j'ai levé la main, c'était pour réagir par rapport au World Café. Merci beaucoup pour ces retours, ces feedbacks, cette expérience du World Coffee. Et encore une fois, merci beaucoup pour cet atelier interactif. Voilà. On a appris beaucoup de choses, je pense. Oui, ben, merci Sana. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je n'en vois pas. Quelqu'un disait que Euh, c'était peut-être le moment de manger qui faisait que, voilà, il C'est y avait ça le moins feedback. On d'interaction. va, on va aller se Ou nourrir. alors, tu as été particulièrement clair et particulièrement intéressant, et donc les personnes ont compris. Et effectivement, on peut s'arrêter là si vous n'avez pas d'autres questions. Ben, j'ai l'impression qu'il n'y a J'ai pas il y a pas l'impression de qu'il main n'y a pas levée. d'autres questions. Donc, merci beaucoup, Nicolas, pour cette compte hyper intéressante et un peu frustrante parce qu'effectivement, on a été obligé de sélectionner les, chaque fois les propositions. Donc, il y a des suites à faire, c'est bien. On pourra la revoir et ça ne sera pas les mêmes résultats. C'est du théâtre interactif. Exactement. Et je la Et fais puis, évoluer en ligne assez régulièrement aussi. Donc, à chaque fois que vous allez la rejouer, il y aura des choses différentes. Et dès que moi, j'ai des nouvelles expériences, des nouvelles tranches de vie à mettre, j'hésite pas à aller les mettre dedans. voilà. Et puis, merci aux 28 participants qui étaient là au démarrage de la conférence. Bon appétit à vous et si vous pouvez, on se retrouve tout à l'heure cet après-midi pour la suite des conférences. Et encore une fois, n'hésitez pas à vous promener dans l'exposition et aller voir les stands de nos sponsors. Merci à vous. Super. Merci à tous.